Majesté, et j'ai l'impression de passer mon oral du bac. J'étais venu tout gaillard en préparant ce que je vais dire et je trouve la reine au pas de la porte. Et j'ai commencé déjà à perdre quelques idées. Mais Majesté, c'est pour vous dire combien je suis honoré, ma délégation et moi-même, mon épouse, de votre présence. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et parfois, je triche en parlant, parce que parfois, je ne suis pas totalement objectif. Je vais vous parler de Mali, mon pays, que j'aime peut-être un peu trop. Honorables invités, j'ai préparé 2 conférences. J'avais préparé à Bamako une communication qui répond au thème qui a été énoncé par le recteur, que je voudrais ici saluer et remercier l'ensemble de ses collaborateurs pour l'invitation qui m'est faite et l'ensemble des étudiants pour le temps qu'ils ont bien voulu prendre à venir m'écouter. Alors, je me suis dit que cette conférence, elle est déjà réalisée parce que je vous donnais des exemplaires. Je préfère la mettre à côté. Et je vais partir directement sur une autre conférence qui, celle-là, sera certainement plus théorique parce que je ne vous remettrai pas de texte. Le Mali que j'aime et d'où je viens. Le Mali est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Au départ, je ne dis pas au départ, avant c'était le Soudan français, avant l'indépendance, mais depuis le 22 septembre 1960, la République du Mali a pris le nom de l'Empire du Mali. C'est comme l'Empire du Ghana, le Ghana que vous connaissez aussi, la République du Ghana, a pris le nom de l'Empire du Ghana d'antan, qui était, nous étions plus dans la sphère de cet empire. Le Mali, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a une dimension de 1 241 000 km², 14 millions d'habitants, 7 pays frontaliers et 7 000 km de frontières. Et les 2 tiers de notre pays se trouvent dans la Sahel et le Sahara. Pour ce qui concerne l'histoire, nous sommes un pays pétri d'histoire, pays de grands empires tels que l'Empire du Ghana, qui a été l'un des premiers États organisés d'Afrique, dont la République du Ghana actuelle porte le nom. Cet empire a été détruit pas par l'invention des barbares et autres, mais c'est le changement climatique qui, à l'époque, 8e, 9e siècle, a détruit tout un empire. 7 années de sécheresse durant, sans eau, ni rien, l'empire a été obligé de ramasser ses bagages et de déménager. Et les populations sont parties chercher niche ailleurs. Parmi ces populations qui se sont descendues plus bas dans la côte de l'Afrique de l'Ouest, en Gold Coast, à l'indépendance, le Ghana qui était Gold Coast a décidé de prendre le nom de l'Empire du Ghana, que nous avons partagé avec eux. Et le 22 septembre 1960, le Soudan français, nous ne reconnaissons plus ce nom colonial, nous avons choisi la République du Mali en souvenir de l'autre empire du Mali. Des royaumes célèbres. L'Empire du Mali a une caractéristique que je voudrais me permettre de vous parler rapidement. Et j'ai amené des textes d'ailleurs pour vous remettre, pour votre bibliothèque. C'est l'une des premières constitutions, sinon la première déclaration des droits de l'homme au monde. Ça date de 770 ans, à peu près. En effet, au moment de la constitution d'un très grand empire qui a couvert le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, une partie de la Mauritanie, on disait qu'il partait depuis les sables jusqu'à l'océan Atlantique. C'était un vaste empire. À la constitution de cet empire, lorsque tous les rois se sont réunis pour décider de constituer l'empire, ils ont dégagé d'abord une charte qu'on a appelée communément la charte de Kouroukanfouga. Cette charte organise la vie sociale, mais surtout organise le pouvoir, ses limites et la succession dans le pouvoir. Nous avons appelé ça la charte de Kouroukanfouga, qui a été édictée plus exactement par l'ensemble de ces rois et connaissants en 1236, à peu près 70-80 km de notre capitale, Bamako. Un article extrêmement important sur un certain nombre d'articles que je vous remettrai pour votre bibliothèque précise et stipule
que la vie humaine est sacrée. Et lorsqu'on lit aujourd'hui les déclarations des droits de l'homme, on se rend compte que bien avant, des gens qui sont estimés peut-être pas alphabétisés dans une certaine limite, avaient eu la sagesse de réfléchir et de mettre en place un document extrêmement important dont je vous ai amené 2 exemplaires que je vais remettre au recteur. Parlons du Mali pendant la colonisation. Pendant la colonisation, le Mali connaissait un régime colonial, certes. Nous avons été colonisés pendant plus de 70 ans par la France. Mais pendant cette colonisation, il y a une période qu'on a appelée la période des émancipations. Cela était consécutif au retour de certaines idées, au retour de nos combattants, de nos grands-pères également, qui ont non seulement combattu en 1914 pour la France, mais qui ont combattu également en 1939-1945. Ce sont des grandes bandes qu'on appelle communément les tirailleurs sénégalais, mais qui n'ont de Sénégalais que des noms, parce que c'était constitué également, essentiellement les forces venaient de mon pays, le Soudan. Mais nous avons aidé à libérer un pays, mais comment se fait-il que nous restons nous-mêmes pas libres? Je pense que l'émancipation, au niveau politique, au niveau syndical, au niveau des revendications objectives, des partis politiques pluriels ont été créés. Mais après l'indépendance, tout de suite, nos dirigeants premiers dans presque tous les pays ont dit que le multipartisme classique que nous avons était plutôt d'une obédience politicienne. Nous préférons regrouper tout pour avoir une seule vision, un objectif majeur et pour travailler essentiel. C'est là maintenant qu'est né en Afrique ce qu'on peut appeler les partis uniques. Et mon pays également en a connu de même. Ce premier régime qui était socialiste, présidé par le président Modibo Keïta, a duré de 1960 à 1968. En 1968, il y a intervenu un coup d'État militaire qui a mis fin à tout et qui a fermé les portes pour quelques années de vie que nous avons appelées non constitutionnelles. Plus tard, vers les années 79, il a été créé, une constitution a été faite en remplacement d'une constitution provisoire et nous sommes rentrés dans l'arcade de ce qu'on a appelé la Deuxième République. Cette Deuxième République a connu également une difficulté. Après la chute du mur de Berlin et le discours de la Baule du président Mitterrand, il y a une nouvelle dynamique qui était née. Je dirais même que certains pays ont commencé déjà à avoir des frémissements de lutte vers la démocratie avant même la chute du mur et avant même le discours de Mitterrand. Mais seulement cela a été des marques et des repères que l'histoire a retenus. Ainsi, c'est des pays africains qui, les populations, au niveau estudiantin d'abord, au niveau des travailleurs, au niveau des femmes, au niveau des hommes, tous les pays sont partis vers une revendication forte. Comme nous connaissons aujourd'hui, pour ce qui est convenu d'appeler le printemps arabe, mais sous une autre forme, pour liberté, démocratie. Dans certains pays, cela a été plus ou moins mal négocié, mais dans d'autres pays, ça a été très mal négocié, comme le mien. C'était la pression et la répression, les marches, la violence. Nous avons perdu plus de 400 blessés, près de 400 morts, femmes, enfants, et surtout des jeunes gens et étudiants, et également un nombre particulièrement important de quelques centaines de blessés. Alors le pouvoir à l'époque était dans une situation à ne pas pouvoir donner une réponse à cette revendication populaire pour la démocratie plurielle et pour la liberté et pour l'expression libre. Il n'y avait pas d'autre solution, le pays était bloqué. C'est ainsi que l'armée malienne a décidé de procéder par coup d'État militaire, de récupérer le pouvoir, d'instaurer la démocratie, d'organiser des élections libres et transparentes, de remettre le pouvoir aux civils et à ceux qui seront élus et à retourner dans ces casernes. J'ai eu le privilège, en tant que commandant de certaines forces spéciales, j'ai été désigné par mes camarades pour pouvoir exécuter la partie militaire du coup d'État dans mon pays. Et nous sommes venus pour une transition courte de 14 mois. Et pendant cette transition, nous avons organisé une conférence nationale et nous avons organisé d'abord
un projet de constitution plurielle, une charte de partis, un code électoral. Nous avons organisé également les différentes séries d'élections. 14 mois ont suffi pour investir un nouveau président de la République civile démocratiquement élu et nous sommes rentrés dans nos casernes. C'est à partir de là maintenant que j'ai entamé une autre vie, celle des médiateurs en conflit et celle d'envoyé spécial des Nations Unies. Mais arrêtons-nous un tout petit peu sur les transitions démocratiques. Les transitions démocratiques, je prends l'exemple du Mali et du Bénin. Le Bénin a inventé une autre forme de concertation et d'ouverture qu'ils ont appelée la conférence nationale. C'est-à-dire appeler tout le monde et décider de remettre tout à plat et à partir de cette conférence nationale, élaborer des textes et sortir avec, en tout cas, un avenir nettement plus constitutionnel que par le passé. Ça a été une très belle aventure. Mais au Mali, la transition qui a duré 14 mois a eu une nette différence par rapport aux autres transitions africaines. Nous avons eu des caractéristiques qui sont nettement différentes de celles des autres. Parce que la transition démocratique du Mali commence là où finit celle des autres. Les autres transitions avaient pour mission fondamentale d'effacer l'ordre ancien et d'établir un ordre nouveau. Nous, lorsque nous sommes revenus, grâce au coup d'État que je ne vante pas, nous a permis, par le coup d'État, d'éliminer l'ordre ancien et à partir de là, maintenant de préparer l'ordre nouveau sur la période de transition. Or, les autres se sont plutôt organisés pendant la transition pour aboutir à un nouveau ordre. L'ordre ancien est demeuré et sinon parfois à coopérer à la réalisation de cet ordre nouveau. C'est pour ça qu'on dit que la transition démocratique du Mali commence là où finit celle des autres. Nous avons aussi quelques points. Contrairement aux autres transitions, la transition démocratique au Mali était mixte. Nous avons deux organes. Un organe législatif qui s'appelait le Comité de transition pour le salut du peuple, qui était législatif, dont j'étais le président, qui était composé de 25 membres, 10 militaires, 15 civils. Nous avons également un gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition qui était présidé par un premier ministre civil, était composé d'à peu près 23 à 22 ministres. Sur les 22 ministres, il y avait 5 militaires et les autres aussi étaient des civils. Donc, contrairement aux autres coups d'État en Afrique, lorsque l'armée malienne a pris le pouvoir face à la rue, aux étudiants et au reste, nous n'avons pas possibilité de le garder tout seul. Nous nous sommes ouverts et nous sommes mis ensemble. Donc, dans la gestion de la transition aussi, nous avons fait de même. Dans le comité des législatifs, il y avait même le comité des étudiants qui ont participé à la gestion du pouvoir, mais je ne sais pas à l'époque si beaucoup ont compris quelque chose. Donc, à partir de là, nous avons travaillé sur un délai de 15 mois. On avait dit 12, nous avons eu 2 mois de retard supplémentaire. À partir de là, nous avons organisé une conférence nationale pour un projet de constitution, projet de charte de parti, projet de code et l'état de la nation. Nous avons fait venir toutes nos populations intérieures du Mali et extérieures. Nous étions à peu près 1200 délégués et chacun est venu dire comment et qu'est-ce qu'il comprenait de ce qui s'est passé pendant toute cette période et comment il voulait que le Mali soit à partir de maintenant. Donc, c'est les idées, toutes ces idées en général, tout le monde ensemble, que nous sommes sortis avec ces projets de texte qui seront plus tard soumis aux élections. Maintenant, il y a une particularité également de la transition malienne. C'est que c'est les autres. Je prends celui du Bénin. Pratiquement, le Premier ministre et le Président étaient candidats aux élections présidentielles de l'ordre nouveau. Mais la particularité malienne, c'est que depuis le jour où nous avons fait le coup d'État, nous avons dit à notre peuple qui ne nous croyait pas, et l'extérieur aussi d'ailleurs, en disant que nous allons mener une transition démocratique, à la fin, nous allons partir. Mais les gens disent, mais ces gens-là, ils blaguent. Mais on n'a jamais vu quelqu'un venir repartir. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait. Je me rappelle une fois, j'ai rencontré une ministre française. Elle me dit, mais monsieur le président, j'étais président de cet espèce, le lieutenant colonel, c'est vrai que vous partez à la fin de la transition? J'ai dit, madame, oui, c'est vrai. Elle dit, mais moi, je ne vous crois pas. J'ai dit, madame, moi, je me crois. Mais voilà l'histoire. Avant la fin de mon mandat, elle a été virée de son gouvernement et moi, je suis parti. Donc, cela est un point extrêmement important qui a rendu la transition malienne singulière, particulière et nettement moins partisane et plus impartiale. Le fait que nous ne soyons pas candidats. Et nous avons dit à ceux qui avaient des ambitions au sein de notre groupe, ceux qui veulent aller aux élections,
il faut qu'ils sortent 6 mois avant les élections et qu'ils aillent se présenter comme les autres. Nous avons eu un de nos anciens avocats de talent, M. Maître Demba Diallo, a été le seul qui est sorti 6 mois avant, qui s'est présenté aux élections, mais malheureusement, il n'a pas gagné. Donc, nous avons décidé à partir de là un multipartisme intégral, une démocratie plurielle, une constitution plurielle, des institutions de la République, chacun dans son rôle, la séparation des pouvoirs, le rôle du président, l'Assemblée avec droit de contrôle, du travail réglementaire gouvernemental et les autres institutions telles que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. On a mis un haut conseil de collectivités pour représenter les localités et les collectivités, ce qu'on appelle ici communément le Sénat. Et nous avons mis également nous avons mis en place un conseil pour ce qui concerne un conseil social pour la culture que nous avons mis en place également, et social et culturel, que nous avons mis en place pour pouvoir également gérer la partie culture, la partie sociale, où des compétences peuvent être réunies pour donner leur point de vue au pouvoir en place. À partir de là, nous avons donné également la liberté des ondes, parce qu'il y avait une seule radio, c'était la radiodiffusion nationale du Mali, qui était au service du pouvoir et qui était le porte-voix du pouvoir seul. À partir de là, j'ai eu l'occasion de signer une ordonnance pour dire qu'à partir de maintenant, les ondes sont ouvertes, crée radio qui veut. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai quitté le Festival des ondes libres à Bamako. Le ministre des Communications ne connaît pas le nombre de radios et de stations de radio qui se trouvent à l'intérieur de la République du Mali, tellement il y en a beaucoup. La presse était déjà libre, mais nous avons donné une impulsion tout à fait importante. La presse est devenue nettement plus libre, plus agressive, d'investigation, de mensonges aussi parfois, il faut dire. Mais quand même, elle était libre et avait le droit de dire ce qu'elle voulait. C'est ainsi que le 8 juin, après avoir organisé des élections, le référendum, nous avons organisé les municipalités, nous avons organisé les premiers tours des élections présidentielles et deuxième tour, nous avons organisé les premiers tours des élections parlementaires et deuxième tour. Un président de la République a été élu. Le 8 juin, je l'ai remis les attributs du pouvoir en tant que président démocratiquement élu et je suis retourné dans mes casernes. La seule erreur que j'ai faite, c'est que j'ai oublié de décider ce que je vais faire après. Déjà, lorsque j'ai fini de remettre le pouvoir au président, je suis sorti, je ne pouvais plus sortir. Il n'y a presque plus de garde-corps. Il n'y avait plus de motards pour m'accompagner à la maison. Il n'y a plus de voiture officielle. Tout le monde est parti vers le nouveau président. Ils m'ont laissé presque seul. Donc, j'ai dit, bon voilà, le pouvoir, et voilà toute la dimension. Ce n'était pas moi qui intéressais les gens, mais c'était le pouvoir. Mais je pense que c'était normal, c'était un choix libre que j'ai fait. Et si c'était à recommencer, j'aurais fait la même chose, peut-être même avec beaucoup plus d'insistance. Et voilà que les militaires sont partis. Le président Alpha Oumar Konaré est élu professeur d'université et d'histoire et élu pour 10 ans. Sa période a été bien, c'est-à-dire qu'il a fait 2 mandats de 5 ans. Mais au bout de 2 mandats de 5 ans, on l'avait prévu à la conférence nationale que j'ai présidée moi-même, qu'il était une constitution où il y avait 2 mandats. Et la particularité de la constitution du Mali par rapport aux autres constitutions d'Afrique, c'est que la plupart des constitutions d'Afrique peuvent changer à une majorité, même au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il était prévu dans notre constitution, excusez-moi, un article qui disait que seul un référendum ouvert à l'ensemble des Maliennes et des Maliens pouvait décider le changement d'un seul article. Donc la constitution que nous avons mise en place en 1992, janvier, que j'ai moi-même promulguée, est de rigueur jusqu'au moment où je vous parle et va continuer jusqu'à la fin de mon mandat. Et rien n'a changé, aucune virgule. Et moi également, lorsque je suis venu, j'ai décidé de ne rien changer. Je fais 2 mandats conformes et réglementaires parce que j'étais à la base. Et à la fin de mes 2 mandats, eh bien, cette fois-ci, je vais essayer de réfléchir rapidement pour savoir ce que je vais faire après. Alors, voilà que je me retrouve j'ai créé une fondation pour l'enfance. Je m'occupe des enfants.
je m'occupe de la poliomyélite, je m'occupe de la vaccination, je m'occupe également de la dracunculose, ce qu'on appelle communément le ver de Guinée. C'est une maladie hydrique. Je me promène partout au Mali et à un moment, on m'appelle pour des missions en Centrafrique, pour des missions au Burundi, pour des missions au Zaïre, pour des missions au Rwanda, avec le président Jimmy Carter, avec Julius Nyerere, avec Desmond Tutu, et j'ai beaucoup appris auprès de ces anciens pour lesquels j'étais un garçon de course. Et vers la dernière partie, il y a eu le génocide du Rwanda. Au génocide du Rwanda, pour la première fois, l'Union africaine a mis en place ce qu'on appelait un panel international, qui était présidé d'ailleurs par l'épouse du Premier ministre suédois qui a été assassiné, Palme. Olof Palme, je crois. Voilà. Son épouse faisait partie, et le comité était présidé par le président du Botswana, ancien président du Botswana, le président Massiré, et j'étais son adjoint. Il y avait des Canadiens, il y avait un Indien, et il y avait un peu de tous les continents, et c'était la première fois que le panel a été constitué, et nous avons eu pour mission, faites une enquête partout dans le monde, dites-nous quelles sont les causes principales et réelles du génocide au Rwanda, et qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Nous avons travaillé pendant 2 ans. Nous avons déposé un rapport fructueux. Et le rapport, nous l'avons appelé tout simplement les génocides qu'on aurait pu éviter. Parce que partout, que ce soit les organisations internationales, que ce soit les hommes, que ce soit les pays, chacun a beaucoup plus joué ses intérêts et ils ont abandonné. Et nous avons donné la preuve également que ces génocides avaient été organisés, planifiés et exécutés. Et le rapport, nous l'avons déposé. Alors voilà que je retourne au Mali. Je n'ai jamais pensé en partant que je serais un jour un président. J'avais plutôt rêvé d'être militaire et je suis général, je crois que ça suffisait largement pour mes mémoires. Mais lorsque mon retour, je trouve une situation un peu difficile. Après 10 ans de gestion du pouvoir, le ministre actuel était mon conseiller spécial à la transition, donc il connaît tout ce qui s'est passé, même dans les détails. Alors, ça n'allait pas bien. Il y avait quelques difficultés. Et pourtant, cette démocratie, nous pensons, nous l'avons tous mise ensemble. J'ai décidé fermement, pas pour le pouvoir, mais j'ai eu une expérience, j'ai participé à une œuvre et j'ai vu que cette œuvre a des difficultés et ça ne va pas. 10 ans après, nous avons des difficultés énormes. Alors, j'ai décidé je ne démissionnerai pas de l'armée, j'ai décidé d'aller à la retraite et en tant que candidat libre et indépendant, je me suis présenté aux élections présidentielles sans parti politique. Mais avec des partis politiques qui ont bien voulu me soutenir et des associations et des organisations de jeunes et de femmes qui m'ont accompagné. Et je suis élu en juin 2002. Et nous avons fait 10 ans de mandat. En 2002, j'ai fait appeler toute la classe politique malienne et je leur ai dit, bon voilà, moi je suis élu, mais je ne peux pas gouverner seul. C'est une évidence. Je souhaiterais que tout le monde vienne, aussi bien les partis politiques, la société civile et les technocrates. Venons tous ensemble et gérons le pouvoir ensemble. C'est ce que nous avons appelé à l'époque la gestion consensuelle du pouvoir. Je pense que c'est une forme et une expression extrêmement importante que nous avons expérimentée pendant 10 ans, qui calme les ardeurs, qui régule les ambitions et également qui permet de se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à réunir toutes les intelligences et une dynamique et une synergie dans le cadre de la gestion d'un pays. Donc, c'est à partir de là, après ces élections que j'ai gagnées, il n'y avait pas de crise post-électorale, il n'y avait pas de crise, de conflit post-électoral, il n'y avait rien du tout. C'est librement, un libre choix. Après l'expérience que j'ai vécue au Rwanda, au Burundi et partout en Afrique, après ce que le pouvoir a constitué comme enjeu et peut-être détruit certains pays par des ambitions individuelles et personnelles, je pensais qu'en associant tout le monde, nous allons gérer certaines difficultés et en ce moment, nous n'allons pas avoir de conflits ethniques, des conflits individuels, des conflits régionalistes qui ont été largement fréquents dans certains pays africains. Donc, en 2007, nous finissons ce premier mandat. Et là,
Nous sommes en 2007, je vais vite. En 2007, je me représente aux élections présidentielles après un mandat de 5 ans. Le bilan n'était pas très très mauvais. Et j'ai réussi certainement avec les uns et les autres à convaincre. Mais cette fois-ci, il y a eu une rupture sur la gestion consensuelle du pouvoir. 90% des partis politiques avec lesquels nous avons mené 5 ans étaient d'accord que l'expérience continue. Mais il y avait un ou deux partis qui m'ont dit « Nous préférons essayer une autre forme de démocratie ». J'ai dit qu'il y a M. Le Rocard, qui est un ami, ancien Premier ministre français, m'a dit que la démocratie type occidentale est une démocratie de confrontation. Or, chez nous, la confrontation va rapidement vers l'ethnie, vers la région ou bien des affaires personnelles. Donc, c'est une démocratie qui aussi a ses limites. Or, la démocratie consensuelle, il y a toutes les bases de la démocratie. Toutes les libertés sont garanties. Mais nous avons apporté quelque chose à nous-mêmes, que nous tenons de nos valeurs propres, que nous tenons de l'histoire de notre pays, histoire d'empire, et c'est ce jeu consensuel sur lequel nous pouvons nous attendre sur l'essentiel, même si nous ne sommes pas d'accord sur le reste. Donc nous pensons aujourd'hui que c'est une école que nous avons expérimentée et qui peut certainement avoir son chemin. Alors après 3 ans d'exercice du pouvoir, j'ai souhaité, à la lumière de la gestion journalière et la gestion quotidienne du pouvoir, je me suis rendu compte que nos textes avaient des failles et des difficultés de fonctionnement, de dysfonctionnement. Il y avait des insuffisances. Parce que c'est une constitution et des textes que nous avons faits à 1200 personnes. Nous sortons d'une révolution, comme nous l'avons dit, et donc les voix révolutionnaires étaient celles qui portent le plus. Nous avons beaucoup plus écouté les révolutionnaires que les juristes et les constitutionnalistes. Donc nous nous sommes rendus compte dans la gestion du pouvoir qu'il y avait des points et des limites qu'il faut certainement corriger. C'est ainsi. J'ai mis une commission en place et je leur ai demandé, réfléchissez sur nos textes et venez me dire qu'est-ce qu'on peut changer dessus. Mais en partant, je leur ai dit, il y a une dimension que vous allez garder. Ne touchez pas que le président n'a que 2 mandats. Et qu'après 2 mandats, il s'en va. Si vous dites aux autres qu'après 2 mandats, le président va et que c'est maintenu, vous allez avoir tout le monde pour vous écouter. Et c'est ce qui a été fait. C'est ainsi que nous avons appelé cette phase les réformes institutionnelles sur lesquelles nous avons travaillé. 202 articles nouveaux, l'Assemblée nationale, un vote massif, et c'est peut-être une vingtaine d'articles qui ont été retenus pour porter quelques changements sur certains points. Notamment la création d'un Sénat, pour que nous ayons une 2e chambre, en remplacement du Conseil de collectivité qui ne joue pas totalement le même rôle, même si le mode d'élection est le même. L'organisation de la Cour suprême, l'organisation de la Cour constitutionnelle, l'organisation du Conseil économique et social, l'organisation du Haut Conseil, de la Haute Cour de justice, et l'organisation également du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, tous les dysfonctionnements, les corriger, les remettre, pour que cela aille mieux. J'ai dit que cela ne se fera pas avec moi. Ce n'est que lorsque je vais, en partant, que je vais promulguer la Constitution, si elle était acceptée le 29 avril prochain par les Maliens, c'est le nouveau président qui sera responsable sur 5 ans. Et d'ici 10 ans, s'il est bon, c'est à lui de mettre cette Constitution. Mais jusqu'aux prochaines élections, c'est l'ancienne Constitution actuelle, jusqu'aux élections prochaines, jusqu'à l'investiture du président, jusqu'à mon départ, c'est l'ancienne Constitution qui va gérer le pays. Donc cela permet de renforcer les mécanismes de protection des droits et des libertés, et ensuite l'institution, ce qui est important au niveau parlementaire, du contrôle institutionnel. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Excusez-moi d'avoir été long, je m'attends beaucoup plus à des questions. Mais je ne peux pas me retirer sans parler d'un problème brûlant dont le recteur vient d'évoquer. C'est la bande sahélo-sahélienne. C'est quoi? La bande sahélo-sahélienne est une portion de terrain qui fait le quart du continent africain. Sur les 30 millions de kilomètres carrés, la bande sahélo-sahélienne, elle seule, fait 8 millions de kilomètres carrés. Elle va de la Mauritanie au Soudan, en passant par le Mali, l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Libye, le Tchad. C'est une bande énorme. À tout point de vue, presque inhabitable. Une démographie presque inexistante. La densité est super faible. Vous pouvez courir 300 km sans rencontrer un homme qui vive et sans voir un arbre.
Pendant le mois de décembre, on a 1 degré, et pendant le mois de mai, c'est 50 degrés à l'ombre. C'est une zone inhospitalière, pratiquement invivable. Mais dans cette zone, la partie malienne, c'est 650 000 km². De presque sur 500 000 km où nous n'avons pas plus de 100 000 habitants. Donc une zone rude et extrêmement difficile. Mais depuis un moment, et depuis quelques années, eh bien, des menaces nous sont venues du Maghreb. Trouver d'autres menaces également qui ont existé dans cette grande bande. Ces menaces, c'est d'abord le trafic de cigarettes, qui était courant depuis longtemps. Il y a eu le trafic d'armes. Il y a eu le trafic de la drogue, qui s'est consolidé et qui est devenu un des chemins de passage pour quitter l'Amérique latine, tomber sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, traverser l'Afrique de l'Ouest, passer un peu partout, et aussi dans la bande sahélo-sahélienne, pour alimenter le Maghreb, le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Europe. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des bandes de terroristes, qu'il faut appeler par leur nom, intégristes, qui également, aux vagues de ce qui était, parce que pendant une bonne période, ces pays ont été distraits par leurs propres problèmes politiques internes et ont eu d'autres points. Et pendant tout ce temps, quelques petites menaces qui étaient là se sont consolidées et se sont renforcées. Et il y a également des groupes qui transportaient des gens à partir du continent africain pour les amener dans le paradis européen. Donc les passeurs aussi est une menace qu'il faut y ajouter. Donc c'était une zone faible, une zone fragile. Ces gens se caractérisaient par l'attaque de nos armées de temps en temps, mais surtout par l'enlèvement d'otages. Pourquoi les otages? C'est essentiellement pour la rançon, qui les permettait de payer des complicités, de payer des armes, de se renforcer, de s'organiser. Alors, pendant un bon moment, nous ne sommes pas compris, les pays de la sous-région, sur la dynamique qu'il faut engager. Chacun et tout le monde, certains pensaient qu'il était bon que chaque pays fasse la police, fasse la police chez lui, et que chacune de nos armées combatte cet intégrisme, ces menaces, essentiellement ce terrorisme, c'est lui. Mais ce terrorisme vient d'ailleurs. Je prends par exemple le cas du Mali. Nous avons connu l'islam au IXe siècle. C'est un islam tolérant, solidaire, pacifique, qui ne tue pas, au contraire, qui aide à vivre. Mais nous venons de tomber dans un fondamentalisme aveugle, qui n'a pas d'amis, qui n'a rien du tout, qui ne comprend absolument rien, et qui est de notre âge, qui tue, qui pille, qui enlève des otages, qui exige, qui n'a pas de limites. Mais nous n'avons jamais vu ça. Nous-mêmes, pays du Sud, qui ont vu des gens venir un peu du Nord pour venir s'investir dans la bande sahélienne, nous sommes en même temps victimes et otages, parce que nous n'avons absolument rien à voir avec cette affaire. Et nous n'avons jamais demandé, et ils n'ont pas reçu de visa pour être là. Bien au contraire. Mais le Mali, dans sa réflexion, nous avons combattu. Mais nous nous sommes rendus compte que ce sont des menaces transfrontalières. Aucune menace n'est née à l'intérieur de la bande. Toutes les menaces sont venues d'ailleurs. Et elles passent d'un pays à un autre pays. Étant donné qu'il y a des menaces transfrontalières, nous nous sommes dit, attendez, la solution n'est pas nationale, mais la solution est transfrontalière. Et je pense que c'est cela qu'il faut travailler. Pour ça, depuis 2006, le Mali a demandé l'organisation d'une conférence des États riverains au niveau sommet chef d'État pour dégager une vision et pour dégager une stratégie et pour combattre ensemble. Nous n'allons pas nous asseoir à dire à chacun, non, c'est vous qui êtes responsable, non, c'est vous qui êtes responsable. J'ai dit non, nous sommes tous responsables. Parce que ces gens, nous ne les connaissons pas. Ils sont venus d'ailleurs, nous ne les avons pas demandés, et s'ils partent demain, ça nous fera plaisir. Parce qu'ils sont venus perturber notre économie, perturber notre tourisme, perturber nos images. Nous n'avons absolument rien à voir avec eux. Heureusement que l'impact intégriste n'a pas porté fruit sur nos populations. Mais le banditisme qu'ils ont importé, ça oui, parce qu'il y a un gain facile dans toute cette bande de combien de kilomètres. Alors, nous avons demandé la réunion des chefs d'État que je n'ai pas pu obtenir. Parce que les autres, et certains avaient une autre lecture différente de la mienne. Mais, à la limite, et avec les difficultés qui s'accentuent et des forces terroristes qui se renforcent, les gens ont fini par comprendre, excusez-moi, et ils se sont mis d'accord qu'il fallait cette conférence
Mais avant la conférence, grâce au talent de mon ministre des Affaires étrangères, que je viens de nommer, a décidé avec moi de bâtir une stratégie. Allons-y voir les autres et mettons les conclusions de la conférence sans que la conférence ait lieu. C'est ainsi que nous avons dégagé une vision commune par les ministres des Affaires étrangères qui se sont réunis. C'est ainsi que nous nous sommes portés à Alger. Nous avons rencontré nos partenaires. C'est ainsi que nous avons mis un état-major, un comité des chefs d'état-major, un état-major intégré, nos 4 armées, Mauritanie, Mali, Niger et Algérie, que nous avons mis à Tamarasset. Et cet état-major devait réfléchir, planifier et organiser un combat commun et une bataille commune contre eux pour permettre de les couper des bases logistiques et leur permettre également de ne pas passer d'une frontière à une autre facilement. Mais pour cela, il faut occuper une zone extrêmement grande pour 650 000 km². Et lorsque vous ajoutez le périmètre des autres. Et pour ce qui concerne la frontière, nous avons 2200 km de frontière avec la Mauritanie, 1850 km de frontière avec l'Algérie, 600 km de frontière avec le Niger. Mais nous n'allons pas avoir l'ambition de dire au monde que nous avons une armée pour quadriller tout ça. Les étendues sont énormes. Donc nous avons dit qu'il faut tous ensemble pour que nous puissions maîtriser. Cela est accepté maintenant. Une stratégie a été battue. Il y a moins de 3, 4, 5 mois, si on me demandait quel était le problème, j'ai dit que le problème c'était un déficit de coopération sous-régionale. Il se comble, mais nous ne sommes pas rentrés dans la phase active. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on le fasse le plus tôt. Et c'est là extrêmement important pour cette sous-région, depuis maintenant et tout de suite. Alors le Mali, après avoir expérimenté, combattu, perdu des hommes, nous avons réfléchi pour déjà dégager une vision nationale. Nous avons dégagé ce qu'on a appelé un programme spécial pour la paix et le développement et de la gouvernance dans la région nord du Mali. Nous avons pris 2 éléments essentiels parmi d'autres. La première, c'est quoi? Les gens sont là-dedans parce que nous ne sommes pas. Nous ne pouvons pas être partout parce que le terrain est immense. Mais qu'est-ce qu'il faudra-t-il faire alors? Il faut occuper l'espace. Il faut remilitariser, sinon militariser la bande sahélo-sahélienne. Avec toutes nos armées, avec tous les moyens. Il faut sécuriser la bande sahélo-sahélienne. Il ne suffit pas de sécuriser son pays seul. Il faut qu'on sécurise tous, nos pays tous ensemble. Et le deuxième point que le Mali a souhaité, c'est que le terrorisme pousse sur un terrain fertile. C'est le terrain de la pauvreté et la précarité. Tant qu'il y a ce terrain, il est facile de donner une idéologie, il est facile de tromper, il est facile également d'inculquer l'intégrisme chez un homme ou une femme. Donc nous avons décidé de protéger aussi nos populations. Que faire? Il faut répondre aux besoins essentiels des populations. C'est là que nous avons dégagé un programme de développement. Donc notre binôme, c'est sécurité, défense et développement. Développement, c'est quoi? C'est répondre à ce dont les populations ont besoin. Parce que quelle est la technique terroriste? Ils viennent d'abord avec la barbe et le Coran. Chez nous, ça fait sage. Mais derrière, personne ne le sait. D'autre part, l'une des armes essentielles, c'est d'abord l'humanitaire, au secours des familles pauvres, au secours du diminué, au secours du malade. Et donc, c'est une approche qui est très populaire et qui va rapidement et qui peut être à la limite même accueillie par les populations qui sont nécessiteuses, pauvres. Et donc, c'est ainsi que nous avons décidé le développement. Centre de santé, école communautaire, école nomade avec cantine scolaire, puis à grand diamètre, puis revenus. Et surtout, de cadrer et de faire en sorte que les jeunes qui sont nombreux aient une alternative. Un jeune qui est là, il fait l'élevage. Avec les sécheresses endémiques, sur 3 ans, nous avons 2 mauvaises saisons de pluie et une moyenne. Pas de pâturage. En 1 an, ils perdent tout. Il faut recommencer l'année suivante. Donc, c'est des jeunes gens qui ont une autre mentalité, qui sont plus nombreux, qui ont en quête du bien-être. Alors, si vous ne les offrez pas des alternatives honnêtes et crédibles, ils vont s'embarquer dans n'importe quelle aventure. L'essentiel et le plus important pour eux, c'est d'avoir un revenu pour se marier et vivre. Donc,
C'est ainsi que le PSBDN, que nous avons soumis au Parlement européen, qui a été accepté, soutenu par les pays tels que les Pays-Bas et les autres, nous permet aujourd'hui de dégager une politique dans le cadre de la lutte, oui, mais il faut surtout le développement pour pouvoir atténuer certains. Nous avons bien commencé. Mais voilà qu'il y a la crise libyenne. Personne ne peut contester au peuple libyen sa lutte pour son émancipation et la démocratie en Libye. Personne ne peut le faire. Nous l'avons fait, nous. Et pour quelle raison? Le déni à d'autres. Ça, c'est un point qui ne se discute même pas. Mais cependant, la Libye est un magasin d'armes. Presque tout le monde est armé et il y a beaucoup d'armes et de munitions en réserve. La révolution populaire qui s'est déclenchée a fait en sorte que les magasins d'armes et tout le reste, chacun est venu prendre ce qu'il voulait. Et peut-être que ceux qui étaient en train de combattre pour la liberté, il y a d'autres qui étaient venus combattre pour aller vendre. C'est ainsi que dans la bande sahélo-sahélienne s'est dissimé un certain nombre d'armes de tout type, de tout genre et de tous les calibres. Les armes se vendent facilement. Certainement, à un moment, c'est l'un des magasins d'armes les moins chers au monde. Et la variété des armes est énorme. Anti-aériennes, pièces d'artillerie. Mais ce n'est pas croyable ce qu'on peut trouver dans cette bande. Et toutes ces armes sont venues renforcer les capacités agressives de toutes les menaces dont je viens de vous parler. Parce que chacune de ces menaces se protège, s'organise. Et maintenant, ils étaient armés. Maintenant, ils sont très armés. Parce que les gens sont venus avec les armes, sont venus avec les munitions et sont venus avec beaucoup de véhicules volés. Et cela a renforcé les capacités de ceux qui étaient déjà là, qui déjà donnaient des peines à nos pays. Mais maintenant, il va falloir se battre pas à pas, parce qu'ils sont bien armés et ils sont bien équipés. Alors, comme si cela ne suffisait pas, nous vivons les effets collatéraux de la guerre de Libye. Je répète que je suis pour le printemps arabe. Mais par contre, il y a un hiver qui se crée chez nous, nettement plus rude que dans le très très grand nord. Et si les autres font printemps pour avoir la démocratie, nous sommes démocrates déjà depuis 20 ans. Mais nous n'avons pas de leçons à recevoir. Mais cependant, nous ne pouvons pas accepter de recommencer. Nous allons recommencer quoi? Mais voilà maintenant que dans l'armée de Kadhafi, il y avait des brigades spéciales très entraînées et c'était les mieux équipés que l'armée libyenne. Parmi ces brigades, il y a une brigade qui était commandée par un de ses fils, Kamis. Cette brigade était composée de la tribu de Kadhafi et de certaines tribus du Nord, et notamment certaines tribus Touareg. Et ces Touareg, une partie se trouve au Niger, en Algérie, en Libye, et une partie au Mali aussi. Maintenant, avec la défaite et la débandade, les gens sont partis avec les armes antiaériennes. Des armes individuelles, collectives, lourdes, légères, toutes sortes d'armes et de munitions. Et ces armées sont venues. Il y avait déjà les armes depuis 6 mois. Maintenant, ce sont des armées entières qui sont venues investir la bande sahélo-sahélienne, qui changent complètement les rapports de force, qui font naître de nouvelles ambitions ou bien qui font renaître des anciennes ambitions. Nous avons dit à la communauté internationale, la guerre en Libye, elle est terminée. La Libye est sur un pas démocratique que nous lui souhaitons beaucoup, beaucoup de réussite. Mais cependant, on a ouvert quelque chose de grave. Parce que demain, ça risque d'être nos pays. Les pays riverains du Sahel, qui vont avoir également des guerres, avec toutes ces armées, avec toutes ces armes. Nous avons dit à la communauté internationale, vous êtes forts à faire des résolutions, mais faites une résolution pour condamner quand même. Des gens prennent des armes ailleurs, ils viennent s'installer dans des pays, et ils se préparent à faire la guerre, peut-être, contre nous. Et personne ne dit rien. Mais s'ils sont là, ce n'est pas notre faute. Ils n'ont pas été invités. Ils ne sont pas maliens. Ils sont libyens. Certains ont servi dans l'armée libyenne pendant 30 ans, pendant 35 ans. Certains sont venus nous dire, nous sommes d'origine malienne parce que nos parents et autres sont maliens. Nous sommes d'origine malienne parce que les tribus auxquelles nous appartiennent sont maliens. Mais nous sommes libyens parce que nous travaillons en Libye. Nous sommes venus chercher l'hospitalité. Nous les avons reçus et installés. Mais d'autres sont venus, nous ont dit clairement que nous voulons changer le monde. J'ai dit, dans ce cas, il fallait rester en Libye et participer au changement. Nous, on ne vous a absolument rien demandé. Donc voilà la situation extrêmement sérieuse
et graves auxquels nous sommes confrontés. Et mesdames et messieurs, excusez-moi d'avoir été très long. Vous m'avez donné un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation grave, particulièrement grave. Et l'enlèvement d'otages, du reste, il y avait habitude. Le Mali condamne avec fermeté, et la dernière, ce qui est arrivé. C'est l'une des premières fois que ça nous arrive aussi. De 2003 à maintenant, il y a eu, avant ces enlèvements d'otages, il y a eu près de 53 otages qui ont été enlevés. Il y a eu un seul enlèvement au Mali. Mais aujourd'hui, nous savons qu'on n'épargne rien, on n'épargne personne. Et lorsque les gens ne veulent pas, on les tue. Mais que fait le monde civilisé? Nous attendons quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tout le monde nous dit, mais vous n'avez qu'à combattre. On dit très bien, mais aidez-nous. Venez pas combattre à notre place. Nous n'avons pas besoin de forces extérieures pour le faire. Mais aidez-nous, renforcez-nous. Parce que tout franc que nous prenons dans notre budget pour le donner à l'armée consacrée, ça fait un dispensaire, un centre de santé, 1 kilomètre de route et de lait en moins pour un enfant. Nous vous demandons tout simplement de coopérer pour la formation de nos troupes et donnons-nous les moyens, ou aidez-nous à avoir les moyens de nous battre. Nous n'avons pas besoin de vous pour venir vous battre à notre place. Mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été trop long. Je m'excuse et merci de votre attention.